Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur ce plateau de Change Now. On va vous parler d'une initiative très originale qui est en fait la coalition entre 5 grands médias pour unir leurs forces et parler donc défendre les thématiques environnementales. Donc je vais appeler mes 4 confrères et consoeurs. Je vais commencer donc par Émilie Torgeman du Parisien. Blaise Mao d'Uzbek Erika. Ah. Aurélie Luneau, Radio France et France Culture. Et Jérôme Blanchard, Sciences et Vie Junior. Voilà, merci d'avoir rejoint ce plateau. Alors, donc on va parler de la coalition Sauver le présent. Elle a été créée en 2019. Donc, en fait, ce qu'il faut qu'on explique à notre auditoire, c'est pourquoi est-ce que tous ces médias réunis, qui notamment normalement sont concurrents, ont voulu s'unir pour défendre les thématiques environnementales. Émilie, tu as été au départ de cette initiative avec Blaise. Pardon ? Avec Blaise. Avec Blaise. Voilà, donc est-ce que vous pouvez nous expliquer tous les deux un petit peu comment cette idée géniale est née ? Idée géniale, merci. On va essayer d'expliquer pourquoi. L'idée de sauver le présent, on est en 2019, donc on est quand même à un moment où des coalitions à caractère écologique, environnemental, citoyenne voient le jour et ont un écho médiatique très important. La plus connue d'entre elles étant Notre affaire à tous, la pétition, les mobilisations d'ordre juridique pour faire pression sur les États. Donc on était à un moment très fort de mutation du militantisme écologique. Ça nous a intéressés. Nous, on traitait ces questions-là en tant que médias, tous nos médias membres de la coalition. Et on s'est dit, et si on faisait quelque chose ensemble ? Et si des médias travailler ensemble autour d'une même thématique, avec chacun leur traitement éditorial de cette thématique pour garder quand même sa patte éditoriale. Donc, en ce qui concerne Uzbek Erika, c'est l'exploration du futur, c'est vraiment assurer un regard prospectif sur le monde qui vient. Et donc, on a rencontré tout de suite Le Parisien parce qu'on avait envie qu'il y ait des médias différents. L'idée n'était pas de faire que entre médias qui explorent le futur, ou que entre quotidiens, ou que entre radios. L'idée, c'était d'avoir une complémentarité entre nos médias de la coalition. Donc, on a été tout de suite rencontrer Le Parisien, puis France Culture, l'année suivante Sciences et Vie Junior. Mais voilà, peut-être Émilie, je te laisse compléter. Mais l'idée, c'était vraiment de chacun amène sa patte et sa spécificité autour d'une même forme de mobilisation. Oui, à l'époque, on avait parlé, nous, d'un attelage complémentaire parce que Uzbek Erika est un média très spécialisé, très engagé de prospection. Le Parisien aujourd'hui en France, je représente aujourd'hui, est donc un quotidien très grand public où on fait du terrain, où on est connu pour incarner nos sujets. On fait des enquêtes. Avec ça, on a tout de suite travaillé avec France Culture qui forcément fait du plateau et sur des sujets approfondis peut-être très différemment les sujets. Et puis à l'époque, c'était pas Sciences et Vie Junior, c'était Combini. On voulait tout de suite parler à la jeunesse et c'était un format vidéo. Donc le premier numéro pour nous, j'enchaîne tout de suite. Le premier numéro avait été important, c'était un numéro sur la question de la pollution de l'air dans et autour des écoles. Mais Émilie, peut-être avant d'attaquer les sujets, parce qu'il y a aussi des différences de périodicité entre tous ces médias, je pense que c'est important de le signaler. Donc Uzbek Erika, c'est trimestriel. Uzbek Erika, ouais, un magazine trimestriel en librairie et sur abonnement, et un site internet quotidien, avec un traitement de l'actualité du futur. Donc Le Parisien, un quotidien. Et donc Aurélie et Jérôme, je vous laisse également prendre la parole pour expliquer comment vous êtes rentrés dans cette coalition et présenter vos médias. Eh bien, France Culture, moi je suis à la tête du magazine de l'environnement. Donc, alors voilà, le magazine de l'environnement qui s'appelle De cause à effet. Je ne sais pas si vous m'entendez. Non, pas vraiment.
Alors attendez, voilà. Bah non, si ça y est, ça se règle, voilà. Je suis à la tête du magazine de l'environnement de Cause à effet, qui est un magazine hebdomadaire qui est en direct le mardi de 21h à 22h. Et donc c'est vraiment une émission en plateau avec l'ambition de donner à comprendre, de décrypter et d'être, je dirais, un petit peu au-dessus de la mêlée. Donc avec des analystes, des chercheurs, des scientifiques, des spécialistes, mais pas que, puisque dans le plateau, il peut y avoir aussi, pour intervenir, des personnes qui, de l'idée, sont passées à l'action. Et donc, j'ai totale liberté, bien sûr, éditoriale, mais c'est ce rythme-là qui est un rythme hebdomadaire. Jérôme ? Voilà. En ce qui nous concerne, à la Sciences et Vie Junior, nous sommes un mensuel qui s'adresse aux adolescents, plutôt les collégiens. Notre entrée dans la coalition s'est faite lorsque j'ai remarqué son existence, parce que dans Sciences et Vie Junior, on traite énormément d'environnement, les questions de réchauffement climatique, etc. C'est des choses qui nous importent depuis bien longtemps. Et c'est vrai que nous, on constatait qu'il y avait une sorte de gap entre nos lecteurs et puis les adultes. C'est-à-dire qu'on en parlait énormément, de façon très poussée, mais finalement, s'ils voulaient poursuivre sur un ton plus adulte sur ces sujets, etc., il n'y avait pas forcément de lien, quoi. Et puis quand j'ai vu l'existence de cette coalition, j'ai tout de suite appelé Blaise, effectivement, en disant « Mais voyons, vous n'avez pas de jeunes, de titre jeunesse On est jeunes, dans la coalition. » Voilà. Et donc, ils ont eu la gentillesse de nous accepter. C'est vrai que la cible des jeunes est quand même très très importante à pouvoir sensibiliser sur ces sujets. Et donc moi je me présente aussi, donc je dirige les Éco-Planètes, qui sont une verticale que le groupe Les Échos a développée il y a maintenant 3 ans, qui est accessible sur le digital et dont les sujets sont entièrement dédiés à la couverture de la problématique environnementale. Donc nous les petits derniers dans cette coalition, mais ravis de pouvoir la rejoindre. Et d'ailleurs on a déjà commencé à contribuer de façon collective. Alors, moi j'ai une question aussi sur laquelle je pense qui intéresse les gens, c'est comment est-ce qu'on détermine les sujets sur lesquels finalement donc tout le monde travaille, chacun avec sa spécificité de médias, mais le thème est commun. Alors comment les déterminez-vous ? Émilie ou... Je vais démarrer. C'est vrai qu'au début, on avait tendance à déterminer les sujets de mois en mois. Parce qu'effectivement, vous avez compris qu'on n'a pas du tout le même timing, la même façon de travailler. Je pense que celle qui est peut-être le plus dans la course de ce rythme-là, c'est Émilie, avec quand même cette couverture quotidienne, le Parisien qui sort tous les jours, etc. Et de mon côté, par exemple, pour le magazine de l'environnement, je peux très bien avoir un éditorial préparé à 2-3 semaines, 4 semaines en amont, si je cherche à avoir, bien sûr, des pointures ou des personnes emblématiques pour lesquelles il faut vraiment anticiper l'agenda. Et on a trouvé, je pense, une façon de faire pour faire en sorte que tout le monde ait à la fois une vraie raison de partir sur un dossier, une légitimité dans la couverture, parce que ce dossier-là, vous avez compris que dès qu'on décide d'un thème, chacun traite d'un sujet et ce n'est pas le même. Et donc, c'est une façon d'augmenter la couverture et la proposition sur un thème en particulier. Donc, maintenant, on arrive à déterminer les thèmes à 2, 3, 4 mois, voilà, pour se donner un petit peu plus de temps, en sachant qu'on est bien sûr d'accord les uns les autres pour tout modifier. Si une actualité nécessite vraiment de changer de dossier, bien évidemment, on s'empare du nouveau dossier. Et pour vous donner peut-être une idée de ce qu'on a traité depuis la rentrée, donc on s'est intéressé là en matière d'actualité au sommet de l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'était à Marseille, c'était fin août. Donc c'était le sujet. Ensuite, on est parti sur la santé environnementale. Et par exemple, voilà, moi j'ai traité de cancer pédiatrique, de cluster de cancer pédiatrique. C'est pas très réjouissant. Il y a des sujets beaucoup plus sympathiques, bien évidemment. Mais en soi, ça existe en France avec vraiment ces questions environnementales. Et ensuite, on s'est intéressé à la migration climatique, la pollution spatiale, de l'art d'observer la nature, les éoliennes en mer, l'écoterrorisme, le trafic d'espèces. Voilà, c'est très très varié. Et de toute façon, tout à l'heure, on va reprendre un exemple et pour bien vous montrer un petit peu comment chacun des médias rentre dans ce jeu à titre spécifique. Jérôme, avec une clientèle, une cible de jeunes, comment est-ce qu'on ajuste les contenus ?
Ça c'est pour l'environnement comme pour le reste. Il y a un besoin de vulgarisation, donc d'être hyper clair, et de scénarisation pour que ce soit aussi agréable à lire, quoi. Enfin, nous, on essaie de faire quelque chose d'hyper sérieux, mais qui soit perçu comme un loisir pour les lecteurs, en fait. C'est comme ça qu'on arrive à leur faire lire des choses intelligentes. Voilà. Pour l'environnement, c'est particulièrement touchy, en fait, parce que quand on va faire des sujets sur l'astro ou quoi que ce soit, il n'y a pas d'enjeu de vie à 50 ans, à 100 ans, etc. Donc on peut être... voilà, il n'y a pas d'enjeu réel. Pour les thèmes d'environnement qu'on traite, moi je suis entré à Sciences et Juniors en 2005-2006 pour traiter d'environnement, c'est tout de suite poser cette question de comment on parle d'environnement aux adolescents. Si on dresse un portrait tout droit sorti du GIEC de ce qui nous attend, etc., c'est un peu compliqué, quoi. Faut qu'on travaille le moral. En même temps, et c'est quelque chose qui rejoint un peu la coalition. Il n'est pas question de faire de l'angélisme et de dire c'est bon, tout va s'arranger et sombrer dans le greenwashing. Donc sur les sujets d'environnement, on a vraiment on va dire, on marche sur cette ligne de crête à être réaliste, pas cacher de choses, et en même temps essayer de trouver une façon de dire tout n'est pas perdu, quoi. Voilà. Des solutions sont possibles. Mais tout n'est pas perdu. Voilà, mais tout n'est pas perdu. En fait, peut-être juste un complément, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on essaie vraiment de travailler toute proportion gardée, mais comme un dossier de magazine presque. C'est comme si on cherchait 4 traitements, 4 angles. On rentrera peut-être tout à l'heure avec l'exemple qu'on a choisi sur les formats et les traitements, mais moi qui fais du magazine depuis le début du SBEC, c'est comme si c'était un dossier avec des contraintes raisonnables. Il faut que ça reste faisable dans des délais serrés. Mais on essaie vraiment d'être attentif à ne pas doublonner, d'être attentif à varier les formats, les traitements. Ça, c'est important. Parce qu'on prend quand même des thématiques assez serrées. On ne va pas juste prendre énergie. On va plutôt travailler sur le trafic d'espèces ou la pollution dans les écoles. Ça va nous aider déjà à ne pas griller tous les thèmes en une saison. Et surtout à quand même se casser un peu la tête pour... aller vraiment dans le plus précis et le plus de fond possible. Parce que ça peut être technique quand même, hein, parfois ces sujets aussi. Hein. On a pu aborder des sujets techniques, par exemple sur les éoliennes, il y a 2 mois. Nous, on a fait un grand entretien avec une ingénieure qui connaît très très bien la question de l'implantation des éoliennes offshore. C'était très technique. Oui. Et donc c'était un enjeu de vulgarisation, de traiter cette thématique-là autrement. Enfin, voilà, tout à l'heure, Aurélie disait au-dessus de la mêlée. L'idée, c'est quand même de s'extraire un peu d'une actu peut-être un peu brûlante, parfois de raisonner avec cette actu-là. Typiquement, l'UICN à Marseille, c'était quand même un grand raout international, très couvert par la... Et que tout le monde couvre, exactement. Donc on se pose aussi la question, comment on décale, comment on fait le pas de côté pour avoir un traitement qui est un petit peu au-dessus de la mêlée éditorialement. Et on peut peut-être, François, si je peux me permettre, s'arrêter sur cette question des éoliennes, par exemple. Les éoliennes, moi j'ai traité des éoliennes en mer, et je ne suis pas partie du tout sur le côté technique. J'ai estimé qu'il fallait comprendre ce qui se passait sur le terrain et voir pourquoi est-ce qu'il y avait une crispation aussi. Faire remonter un petit peu ces opinions publiques, qui acceptent ou qui n'acceptent pas le principe d'avoir devant chez eux des éoliennes et qui plus est en mer. Et donc j'avais en plateau Chantal Joanneau, qui est ex-ministre, mais qui désormais est à la tête de la CNDP, la Commission nationale du débat public. Donc c'est elle qui organise les débats publics avec les élus, avec les citoyens. Donc elle est la première vraiment à pouvoir restituer les retours et l'opinion publique. Et puis j'avais un spécialiste de ces questions d'éoliennes, et notamment lui basé dans le sud-ouest, puisque sur la côte atlantique il y a aussi pas mal de projets. Donc l'idée c'est ça, hein, c'est de prendre des dossiers qui font partie de ces grands défis à relever, ces défis du XXIe siècle. On est tous embarqués, on est tous concernés, et avec la force de tous nos médias, on touche des plus jeunes aux retraités en fait. Et c'est vraiment le spectre large des citoyens, tout simplement. Alors, des plus jeunes aux retraités, mais aussi peut-être des plus engagés, parce que Ouzbek Erika, tu as plutôt un lectorat très engagé, au plus standard pour le média qu'est le mien. Le Parisien aujourd'hui en France, c'est vraiment un quotidien très grand public, donc toutes les opinions sont représentées. Et puis il y a aussi, on le disait, donc tu parlais de au-dessus de la mêlée. C'est pas du tout le choix qu'on a fait nous aux Parisiens. Au contraire, on plonge en plein dans la mêlée. Alors pour
pour les éoliennes offshore, on avait été dans la baie de Erquy où ça bagarre sérieusement sur la question. Ouais. Mais surtout, l'idée, c'est de se renvoyer, c'est que nos audiences, alors moi j'ai l'habitude de dire lectorat, mais en tout cas, les gens qui sont intéressés par un dossier vont pouvoir rebondir, puisqu'on fait des liens sur les réseaux sociaux, sur nos sites respectifs, pour rebondir des échos d'un super papier que j'ai pu lire. Ah bah tiens, ce sujet m'intéresse, et il a été traité très différemment sur un plateau sur France Culture ou dans un reportage, puisque c'est plus souvent le cas, dans un reportage enquête dans le Parisien. Et là on a une idée de ce que ça pourrait donner dans le futur. Ça a l'air un peu désincarné là, la façon dont je le dis, mais on l'a fait depuis 3 ans pour des tonnes de sujets. Donc si on veut revenir sur quelques-uns. Alors voilà, moi j'ai juste rajouté, par exemple, côté des éco-planètes, on était alors à l'époque pas encore dans la coalition, mais on a quand même traité de ce sujet des éoliennes en mer. Et en fait, nous on a fait un sujet qui était centré sur la recyclabilité des éoliennes. Donc ça peut paraître un sujet technique, mais c'est quand même une question que tout le monde se pose et qui contribue à alimenter le débat sur les éoliennes. Et on a fait un comparatif entre les éoliennes terrestres et les éoliennes maritimes pour savoir si certaines étaient plus vertueuses que d'autres. Donc on peut voir là qu'effectivement, il y a vraiment un choix de couverture très étendu. Et nous, pour finir, on a travaillé, on a fait un pas de côté, on allait dans le futur aussi, on s'est demandé... par rapport à ces questions d'intermittence et tout, donc on s'est posé une question une question générale autour de ces éoliennes en mer. On s'est posé la question du stockage de l'électricité. Donc on allait en reportage dans une boîte charentaise qui travaille sur la transformation d'électricité fournie par des éoliennes en hydrogène. Et donc c'est vrai. Il a l'idée que dans 10, 15 ans, etc., on fera du jus d'éoliennes marines. Voilà, donc, et pour rebondir sur ce que tu disais, Émilie, c'est vrai que en environnement, c'est une de ces choses qui sont vraiment essentielles. C'est qu'il y a beaucoup de sujets d'environnement qui parlent à des gens qui s'intéressent à l'environnement. Et en fait, un public conquis, quoi, quelque part. Et c'était aussi une des idées qu'on a derrière cette coalition, c'est que en faisant tourner les gens entre nos différents médias, en les intéressant comme ça, on arrivait à capter des gens qui n'étaient pas forcément conquis par ces sujets et qui allaient les développer, qui allaient arriver de diverses directions, quoi, et qui allaient pouvoir être avertis de ces sujets-là. Ça, c'est un de nos axes importants. Et peut-être juste un tout petit complément sur les éoliennes pour finir la boucle. Nous, l'idée, c'était d'avoir l'aspect technique, mais sur un angle biodiversité. On entend beaucoup de bêtises, en fait, sur la destruction de la biodiversité par l'implantation des éoliennes, et on s'est dit, c'est quoi les effets concrets techniques, d'ondes, de dégradation en surface et en profondeur de l'implantation des éoliennes offshore. Donc l'idée, c'est aussi quand même de faire sauter parfois quelques verrous mentaux, d'essayer de faire sauter quelques préjugés, de tourner quand même les sujets, c'est important pour la coalition, du côté positif, ou en tout cas parfois les solutions, parfois pas forcément les solutions, mais je dirais l'ouverture vers des futurs possibles. Là, c'est peut-être plus Uzbek Erika qui parle, mais parce que parfois il y a des sujets où il n'y a pas forcément de réponse technique, mais en tout cas d'ouvrir un futur possible. Donc on est effectivement sur une ligne de crête, mais en essayant de mettre un petit twist côté positif quand c'est possible. Alors là, on a parlé d'un sujet qui était très technique, mais le dernier que nous avons traité, les témoins, c'était quand même un sujet plus grand public sur le trafic des espèces protégées. Donc là, est-ce que chacun d'entre vous veut expliquer un petit peu comment vous l'avez pris, sous quel angle ? Émilie ? Allez hop, je saute. Vas-y. Je saute à l'eau la première. Oui, non, mais c'est un cas d'école. Alors c'est le dernier sujet. D'ailleurs, je vous invite à le lire. Ils étaient tous super. Notamment celui du Parisien. Nous, c'est ce que je disais, on va directement au cœur de la mêlée. Donc on a été dans un refuge pour les animaux qui sont issus du trafic d'espèces. Alors c'est un peu basique, mais en gros c'est une espèce d'hôpital, c'est près de Chartres, ça s'appelle La Tanière. C'est une espèce de refuge hôpital dans lequel un soigneur dit « Viens ma petite » et c'est un énorme tigre qui s'approche de vous. Ça m'est arrivé, j'ai sauté d'1 mètre en arrière et le photographe aussi, donc je m'en rappelle assez bien. Et donc, en fait, toute cette histoire, c'est derrière le trafic d'espèces sauvages, il y a énormément d'animaux qui sont récupérés qui finissent in fine, on a tiré le fil depuis la fin jusqu'au début, dans ce type de refuge, mais qui sont donc récupérés par des policiers
Et petite surprise, beaucoup par des pompiers, puisque les pompiers en France craquant. Alors franchement, au refuge, c'était frappant. Il y a des capucins, bon, c'est hyper mignon. Ceci dit, personne ne sait s'en occuper. Donc si jamais vous tombez sur un singe, ça ne mange pas de banane. Je l'avais appris à cette occasion-là. C'est trop sucré, c'est de la malbouffe pour un singe. Et donc du coup, ils sont abandonnés et ils tombent aussi dans ces refuges. Voilà. Pour le Parisien, quand on dit on met les mains dans le cambouis, ça veut dire qu'on a été à la rencontre de ce refuge dont je peux vous parler en long, de police judiciaire, où je ne peux pas tout dire, et de ces pompiers qui, eux, savent aussi travailler ces animaux très dangereux. Et je ne sais pas qui veut prendre la parole, mais Aurélie, vous allez voir que c'est très différent. Elle nous explique ce qu'elle a fait. Oui, parce qu'en fait, ce sujet-là, c'est un sujet qu'on n'avait pas encore abordé. Et pourtant, moi, je sais que c'est un sujet, le braconnage, qui m'interpellait. J'avais eu l'occasion, dans certaines émissions sur la biodiversité, de donner à entendre des extraits de reportages. Et il se trouve que j'avais eu la chance, j'entendais tout à l'heure, il y avait Jean-Louis Etienne qui était invité sur le festival. Et donc, lors d'une soirée avec Jean-Louis Etienne notamment, et avec Vincent Munier, Maria Miguet, qui sont les auteurs-réalisateurs du film La Panthère des Neiges, j'avais eu l'occasion de rencontrer Warren Ellis. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Warren Ellis, mais Warren Ellis, c'est un grand musicien, compositeur. C'est lui qui a fait la musique du film La Panthère des Neiges. Il travaille depuis des années avec Nick Cave. Il est d'origine australienne, il vit en France. Et en discutant avec lui, il me raconte qu'il a investi une partie de son argent pour acheter des hectares à Sumatra, tout simplement parce que là-bas, il y a un gros problème d'espèces trafiquées, de braconnage, et qu'il veut sauver ces espèces-là. Et donc, il me parle de son parc, le parc Ellis, et avec il y avait quelque chose d'extrêmement fort, et je me suis dit, c'est le moment. Donc c'est vrai c'était au moment où on pensait au sujet d'après, et donc ce sujet est arrivé, ce qui fait que moi j'ai fait un plateau d'émission avec Warren Ellis. Donc vous allez me dire, voilà, au-dessus de la mêlée, pas tant que ça, mais en même temps, il nous a expliqué pourquoi aujourd'hui, il met une partie de son argent dans ce parc-là, pourquoi son engagement. Et puis, avec lui, j'avais invité Florian Kirchner, qui est le chargé de programme espèces en danger au sein de l'UICN, le Comité France, donc de l'Union internationale pour la conservation de la nature, donc un grand spécialiste. Et on a pu donner à comprendre aux auditeurs en quoi est-ce que ce trafic était des plus juteux. Des milliards et des milliards d'euros. C'est même plus intéressant que le trafic de drogue, hein. Et aujourd'hui, on a très peu de moyens. Donc, Florian Kirchner nous a expliqué pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas assez de moyens à Orly, à Roissy, pour justement mettre la main sur tout ce qui arrive en France. Et ça arrive. La viande de brousse, par exemple, c'est interdit. Et donc, il y a des tonnes de viande de brousse qui arrivent chaque semaine. Et on ne peut pas tout surveiller. Et maintenant qu'il y a quand même un pôle surveillance dans les aéroports, eh bien, ça passe par les conteneurs, ça passe par le trafic maritime. Donc, c'est une vraie question qui, d'ailleurs, est prise en main par Interpol. Donc, mon émission avait cette ambition, à partir d'un exemple, de donner à comprendre de façon plus large et de remettre ce qui se passait dans la défense de ces espèces qui sont braconnées, qui sont trafiquées, et bien de donner à comprendre le trafic en lui-même, son ampleur, avec cette émission qui a été extrêmement bien reçue, hein, c'est vrai, parce qu'on ne se doute pas qu'aujourd'hui, il vaut mieux trafiquer de la corne de rhinocéros que de la cocaïne. Ça rapporte plus. Et c'est moins dangereux, peut-être, encore. En tout cas, Jérôme. Oui, c'est moins dangereux, c'est vrai. On risque moins. Ouais. Vous risquez, si vous êtes pris à l'aéroport, par exemple, à Roissy, vous risquez 5 ans d'emprisonnement, voilà, à peine, et 150 000 € d'amende. Et souvent, les peines d'emprisonnement ne sont pas appliquées. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de sanctions. Voilà. Jérôme ? Oui, en ce qui nous concerne, je vais passer des cornes de rhinocéros au croc de jaguar. Autour de ce sujet là, du trafic d'espèces sauvages, nous, au fil des années, on a pas mal croisé des histoires qui étaient liées à la médecine traditionnelle chinoise. Donc, de nombreuses. Ça semblait être quasiment la seule piste, le plus grand demandeur d'espèces étranges, etc. Et donc, on s'était orienté vers ça. Et puis, on a un journaliste qui est à Rio, qui nous a parlé d'une rumeur comme quoi il y avait des trafics de jaguars en Amérique du Sud et à destination de la Chine. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en Chine, il n'y a pas de jaguar. Donc, a priori, le jaguar ne fait pas partie des recettes traditionnelles.
On lui a demandé de creuser ce sujet. Il s'est avéré qu'on a découvert quelque chose qui était un peu terrible. C'est, on va dire, une sorte d'effet de substitution. C'est-à-dire lorsque certaines espèces ont été abondamment collectées, tuées, etc., comme par exemple les tigres en Asie, quand ils commencent à manquer, on cherche d'autres espèces de substitution qui font l'affaire. On les cherche ailleurs. Et les jaguars sont en partie victimes de la quasi-disparition des tigres en Asie. Puisque ça devient en fait des produits de substitution pour tout un tas de pharmacopées asiatiques. Il y a aussi une chasse plus locale, il a un peu nuancé au cours de son enquête. Mais voilà, il y a des espèces qui sont chassées parce qu'elles ressemblent à d'autres espèces. Alors, Blaise, vous êtes penché aussi sur des félins? Oui, sur le serval. Le serval qui est un félin d'Afrique, qui ressemble à une sorte de grand chat entre la panthère et le chat, et qui est, c'est un peu triste, qui est un peu l'animal tendance, je mets des guillemets autour du mot, mais dans le trafic d'espèces. Ce qui nous intéressait pour Uzbek Erika, c'était la dimension numérique du sujet. En fait, l'enquête d'Angela Bollis, notre journaliste, a essayé de comprendre pourquoi il y avait une espèce de ruissellement culturel qui partait des influenceurs, des stars, des chanteurs comme Justin Bieber, pour ne pas le nommer, ou d'autres qui ont se filment en fait dans des vidéos avec des servals. Il y a soit la version serval pure, soit la version croisée, où ça devient vraiment une sorte de chat. Ouais, parce que je voudrais pas avoir l'air de défendre Justin Bieber, hein, mais... Alors, lui possède un chat savannah, c'est les donc savannas, un croisement, mais c'est à cause de ces espèces-là qu'il y a un trafic de serval qui est créé pour pouvoir avoir ces hybridations. C'est pour concevoir des chats savannah. C'est le chat savannah en fait c'est la version glam du serval qui entraîne le trafic du serval. Exactement. Enfin, moi, j'aurais dû commencer par là. Je suis pas sûre que j'en voudrais un chez moi quand même. Hein. Non, alors c'est justement un des aspects qui est intéressant et flippant dans le sujet, c'est que la plupart des gens qui du coup se mettent en quête d'un chat savannah savent pas qu'en fait la cohabitation c'est un animal sauvage qui a conservé en fait malgré le croisement ses spécificités sauvages, et donc ça pose des problèmes d'agressivité parfois évidemment avec des étrangers à la maison, mais aussi avec leur maître. Et donc on a essayé de démystifier un petit peu, de regarder ce qu'il y avait derrière cette espèce d'effet de mode, parce que c'est triste à dire, mais il y a des effets de mode, alors parfois par épuisement d'espèces, parfois par effet plus d'embrigadement culturel. Mais ça prend beaucoup en France, quoi. Donc le chat savannah version transformée du serval. Alors nous, aux Écoplanètes, on a cherché à comprendre comment fonctionnaient les réseaux de trafiquants. Et en fait, sur certaines espèces particulièrement, c'est apparenté à du trafic en bande organisée. Alors c'est moins sympa que le serval ou que le petit singe. Il s'agit plutôt, par exemple, des civelles, qui sont des alevins d'anguilles. Et donc, pour rejoindre ce que Jérôme disait, en fait, il n'y a plus du tout d'anguilles en Asie. Et donc, ils viennent les chercher chez nous, ils viennent les chercher sur la côte atlantique, alors que normalement, l'exportation est interdite en Europe. Et puis ensuite, ils ont des systèmes où ils sont comme des systèmes de go fast, avec une voiture ouvreuse et une voiture porteuse, pour extraire les civelles, alors soit vers Roissy, enfin, il faut aller vite, parce qu'il faut qu'elles arrivent en Asie dans les 24 heures. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est de les récupérer, de les mettre dans des bassins et d'attendre qu'elles atteignent l'âge adulte pour pouvoir les consommer. Et donc, pour démanteler ces réseaux, en fait, c'est un office de police judiciaire très particulier qui s'attelle à cette question, qui est donc à Arcueil et qui s'occupe donc du trafic d'espèces et également des trafics de médicaments. Donc moi je suis allée rencontrer le général qui s'occupe et qui dirige cet office et essayer de comprendre donc quel système ils mettaient en place pour repérer les trafiquants, quelles peines ils encouraient, et effectivement ce sont des peines qui sont encore inférieures aujourd'hui à ce que supportent les trafiquants de drogue, mais bon, c'est en voie d'amélioration, et aussi des complexités qu'ils affrontent, c'est-à-dire que, par exemple, la France n'empêche pas les pêcheurs français, donne certains quotas aux pêcheurs français pour les autoriser à pêcher des civelles, et en fait, cette autorisation, elle est la source de tous les abus et de tous les détournements, parce qu'évidemment, il faut d'abord distinguer si les civelles ont été pêchées illégalement ou pas, et ça, c'est très complexe. Voilà, donc nous, on a fait un reportage là-dessus. Je voudrais qu'on parle
parle peut-être, parce que je vois qu'on va bientôt arriver au terme de notre conversation, l'impact de cette coalition, le fait qu'il y ait autant de médias qui se soient unis. Est-ce qu'on a pu le mesurer? Est-ce qu'il y a eu certains papiers qui ont généré des changements? Émilie, par exemple? Oui, alors je vais revenir sur ce que j'avais commencé à dire au début. Le tout premier numéro avait été consacré à la pollution de l'air, donc autour et dans les écoles. Donc ça, je vous l'avais déjà dit. Par contre, ce que je vous avais pas dit, c'est que c'était donc en septembre, c'était la rentrée, en septembre 2019. Alors aujourd'hui, maintenant tout de suite, vous avez l'impression que c'est une question dont on parle pas mal, y compris lors de la dernière présidentielle. Certains des candidats portaient quelques propositions pour améliorer la situation de la pollution de l'air autour des écoles. Et en réalité, sans fausse modestie aucune, cette coalition est celle qui a mis la question dans le débat public. Donc sur ce cas précis, c'est très évident puisqu'on était les premiers à en parler. Mais globalement, l'idée, pour être très honnête, ça marche plus ou moins bien selon les numéros. Mais l'idée, c'est bien en étant aussi nombreux et en touchant des publics aussi différents, de porter des sujets qui nous semblent d'importance à la connaissance du public, quitte à avoir des impacts politiques en rebond politique et ou dans les entreprises. D'ailleurs, je crois que c'est plutôt du côté de Blaise que ça se voyait. C'est intéressant, il y a un impact lecteur qui est quand même le principal. Enfin, je dis lecteur aussi, c'est une déformation de presse écrite. Un impact audience qui est le plus important en fait, qui est de faire de l'écho. Il y a un impact, Jérôme en parlait, il s'est greffé aussi à la coalition en nous découvrant, donc il y a un impact auprès je pense, des confrères journalistes. Et ça, c'est un signal intéressant de voir qu'il y en a qui veulent rejoindre la coalition s'ils sont complémentaires. Et puis oui. Et il ne faut pas oublier que nous, à chaque fois aussi, on se dit, on est face à des défis, mais qui nous dépassent tous, les défis du XXIe siècle. Alors oui, on a beaucoup d'espoir. À chaque fois, on se dit qu'il y a forcément quelque chose qui va se passer et on a envie d'apporter ça aussi. Mais il faut pouvoir dire, parfois montrer, dénoncer, quand il y a le trafic, pour essayer d'engager un futur plus vivable et puis plus agréable pour tous. Jérôme, tu voulais rebondir sur l'impact? Oui, sur l'impact, moi ça rejoint celui qu'on essaie d'avoir dans notre titre, qui est de former, on va dire, des citoyens éclairés pour demain. Et Sauver le présent, moi je vois ça comme une sorte de super magazine purement environnement, comme tu disais, c'est les sujets du XXIe siècle. Donc, on se une question sur l'international. Est-ce que votre coalition s'est diffusée à l'international et est-ce que d'autres journaux ou journalistes ou éditorialistes ou blogueurs, etc., ont rejoint votre coalition? Tu veux répondre? Alors, à date, non. Pour l'instant, c'est une coalition française, de médias français en tout cas. Mais c'est pas un principe. Il n'y a pas de no-go à l'ouverture à l'international. Je pense que ça pose des questions d'organisation assez évidentes. C'est compliqué de s'organiser à 4 déjà, mais sur le principe, il y a à 5, pardon. Mais oui, maintenant on est 5, c'est vrai. Bienvenue Françoise. Alors mais sur le principe, il n'y a pas de non, quoi. On est très français, mais il y a une coalition qui s'appelle Covering Climate Now, qui elle est une coalition internationale et qui regroupe des médias du monde entier, vraiment sur la thématique du climat. Oui. Merci, j'avais une question aussi, Florent Favier. Je voulais vous demander en fait comment vous faites pour planifier les sujets. Est-ce que vous avez une boîte commune où vous recevez par exemple des communiqués de presse précisément pour cette initiative-là? Et une deuxième petite question, pourquoi que 5? Est-ce que vous avez une opportunité de développer encore des médias télé, par exemple, et peut-être multiplier le nombre de dossiers? Un par mois, c'est bien, mais est-ce que... Aurélie? Oui, alors je pense que la coalition, à la fois elle est vieille pour nous, mais on se dit parce qu'elle tient et qu'elle va perdurer entre nous, mais on n'est pas du tout fermé à d'autres médias, loin de là. Après, c'est vrai qu'il faut voir de quelle façon est-ce que ça peut rentrer dans l'agenda des uns et des autres, parce que c'est une mécanique, c'est-à-dire qu'au quotidien, on est tous emportés, embarqués dans ce qu'on fait déjà, dans nos métiers qui sont assez mangeurs de temps, j'avoue, et pour tout le monde et pour nous
entourage souvent, mais on est extrêmement engagés. Donc, ce serait formidable de voir cette coalition être encore plus étoffée avec des médias qui auront la même déontologie, la même envie. Et la même approche. La même approche, c'est-à-dire comme vous l'avez compris, voilà, c'est pour le meilleur et pour tous. Sur la deuxième question, pourquoi pas plus ? Parce que déjà, on est effectivement dans une mécanique où il faut qu'on puisse s'organiser. Est-ce qu'on pourrait en faire 2 par mois ? Parfois, pas du tout. Pas du tout. Ouais, pour des questions de faisabilité, ouais. Parfois, à vouloir multiplier, on se brûle. Il vaut mieux avoir un bon dossier. Et puis moi, j'avoue que mes émissions sont rediffusées l'été, et je me rends compte que dans la liste, il y a 8 rediffusions. Et la plupart du temps, ce sont les dossiers #Sauver le présent. Parce que je pense que vous posez aussi la question, comment est-ce qu'on pense les sujets, comment on les détermine. On évite le côté ultra-mail parce que ça déshumanise totalement. Et pourtant, ça fait partie de notre vie. On essaie de se retrouver comme ça tous les 2-3 mois, de déjeuner, d'organiser quelque chose de convivial. Et là, on se dit, allez, maintenant, on a envie de quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? On le fait vraiment à bâton rompu entre nous, selon les envies, selon ce qu'on aura repéré, selon l'agenda aussi, soit politique ou autre, parce qu'il faut être en amont pour donner à comprendre un grand événement qui va se passer. On a quand même, on éditorialise, bien évidemment, tout en se disant qu'il faut qu'on soit le plus complet possible et ne pas forcément traiter toujours des mêmes sujets. Mais là, franchement, il y a de quoi faire. Et juste pour compléter en une phrase que tu disais, c'est vrai que là on retombe sur un de ces intérêts de cette coalition de médias complètement différents, c'est que on est journaliste, au sein de nos rédactions on a l'habitude de parler de sujets, etc. Là on se retrouve avec des gens qui ont on a chacun des cibles, des façons de penser différentes, des angles d'attaque sur les sujets différents. Et c'est pour ça, je pense que tes émissions, ce sont celles qui ont le plus de succès, c'est qu'on fait sortir des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé individuellement ou chacun de notre côté, quoi. Enfin, c'est très... voilà, ça nous fertilise les uns les autres, quoi. Et j'ajoute quand même, c'est aussi des sujets qui ont une longévité de lecture. Hein. Voilà, donc on peut les faire prospérer auprès d'une audience plus large parce qu'ils vieillissent pas rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Non, écoutez, on a déjà largement dépassé notre temps. Alors merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à cette table ronde. Merci. Merci. Merci à vous. Merci.